Titre provisoire du roman en cours de Alice Lim. Que me reste-t-il? Sous-titre: Février-avril 2017, la course de Nînes. Le 16 février 2017, Nînes Valente terminait le récit de son récent séjour familial à Chamonix. Une trace de sa vie existait à cette date, qui serait à l'origine de l'un de ses futurs romans. Elle publiait ce type d'écrit miroir de sa propre vie depuis bientôt 20 ans. Elle entama alors une correspondance régulière par mail avec l'une de ses amies. Suivent ici les courriels qu'elle lui envoya pendant 3 mois. Elle les compléta en 2022, lorsqu'elle les relut, par des notes en bas de page, afin qu'ils soient accessibles sans qu'il soit nécessaire de connaître ses écrits antérieurs. Ils constituent eux aussi, tout comme ses récits précédents, une forme de reflet ou d'empreinte de séjour pendant la durée de ce lien épistolaire. Jeudi 16 février 2017, 8h30. Bonjour Gabrielle. Note. Gabrielle Lannet est une amie d'écriture de Nînes depuis 2015. Elle est mariée, mère de 2 enfants et habite Méry-sur-Oise. Bonjour Gabrielle, quelles seront les traces plus tard de ma journée d'hier? Je ne crois plus aux livres que je bricole. Note. Nînes emploie ce terme pour qualifier son travail sur des textes écrits préalablement. En 2017, elle retravaillait des textes écrits en 2012. Reprise. Je ne crois plus aux livres que je bricole. Ceux que j'ai terminés existent, ils me plaisent, mais je n'ai plus foi en ceux qui devraient suivre. Que me reste-t-il? Je peux noter, au jour le jour, le temps qui passe, saisir sur le papier, sur mon clavier plutôt, et te les adresser. Quelques événements que je parviens à retenir, et quelques émotions parmi celles qui me traversent. Je le faisais à 17 ans, je reviens au point de départ, sans savoir du tout s'il en résultera un livre. Qui puis-je? Je me sens perdue, désemparée. Imagines-tu le bouleversement en moi? Hier, mercredi, j'ai été habitée le matin par le souvenir peu harmonieux de la soirée de la veille, consacrée à L'homme qui regardait, le dernier livre de Camille. Note. Camille Ferrard participe depuis 2013 à l'atelier d'écriture organisé gratuitement chaque semaine par Nîmes. Reprise. L'homme qui regardait, le dernier livre de Camille. Un souvenir contrariant, car je ne suis arrivée qu'à 21h au lieu de 20h30, alors que j'étais attendue, je devais intervenir parmi d'autres pour présenter le livre. Je m'étais trompée. J'avais cru qu'il était 1 heure plus tôt, mais j'étais soucieuse. Maman avait vécu une douloureuse expérience. Elle allait à Signac, note. Claire Laurie, la mère de Nînes, née en 1933, veuve depuis 1996, habite la banlieue sud de Paris. Elle va régulièrement dans sa maison secondaire sur l'île de Signac. Reprise. Elle allait à Signac et elle est tombée en panne aux alentours d'Angers. Aline Mousse, note. Aline Mousse participe depuis une dizaine d'années aux ateliers de Nînes. Aline Mousse, qui m'impressionne, a critiqué mon retard lorsqu'elle a quitté le café à la fin de la soirée. Ses paroles furent cinglantes, j'ai eu l'impression d'être giflée. Et Yves Cluny, note. Yves Cluny participe depuis 2015 aux ateliers de Nînes. Et Yves Cluny, qui habite loin, qui ne doit pas rater son train, m'a aussi fait une remarque à son départ. Ils sont durs. La soirée avait bien évidemment commencé sans moi. L'ambiance avait été agitée. Lucette, note. Lucette Soufi et Nîmes s'étaient préalablement croisés dans diverses soirées littéraires. Lucette a agressé Camille. Tu n'as pas le droit d'écrire que Jean-Paul Brandt, note. Jean-Paul Brandt, né en 1951, écrit des ouvrages de nature spirituelle et poétique. Il touche un vaste public et est apprécié par la critique littéraire.
Camille Ferrare l'a connu dans sa jeunesse. L'homme qui regardait évoque ses souvenirs de l'écrivain désormais reconnu. Reprise, tu n'as pas le droit d'écrire que Jean-Paul Brandt aspirait à la notoriété quand il était jeune. Et tu ne peux pas dire non plus qu'il n'y avait pas de violence en France en 1969. Et elle m'a glissé discrètement à la fin de la soirée. Franchement, c'est mal écrit. Ce n'est pas de la littérature. Je me suis demandé si je ne l'avais pas agacée, sans m'en rendre compte. J'ai peut-être joué sans le vouloir à ses yeux à l'éditrice. J'ai commenté les écrits de Camille, j'ai parlé de l'homme qui regardait et de ses autres livres aussi. Lucette est éditrice et écrivain. Elle n'a peut-être pas apprécié. J'ai discuté avec Claudia Loumex, une femme souriante, au visage sympathique. J'avais aimé l'extrait qu'elle avait lu aux dernières Noctusiennes. Note, les Noctusiennes, soirée mensuelle de lecture croisée organisée par Nine. J'avais aimé l'extrait qu'elle avait lu aux dernières Noctusiennes. Elle est bavarde, elle est actrice, elle voudrait jouer ses écrits sur scène. Elle ne semble pas passionnée par le travail du texte, ni par la publication proprement dite. Elle n'écoute visiblement pas beaucoup les autres, mais je la trouve charmante. Elle me parlait, je ne pouvais pas placer un mot. Puis Charles-Édouard de Vere, note, Charles-Édouard de Vere et Nine s'étaient préalablement rencontrés dans diverses soirées littéraires. Reprise. Charles-Édouard de Vere s'est approché. Quand elle parle, m'a-t-il dit, il évoquait Claudia Loumex, on ne peut pas l'arrêter. L'autre jour, je lui ai dit stop, et elle m'a remercié. Je n'appréciais pas. J'avais l'impression d'être tirée à U et à Dia par ces bribes de conversation informes, décousues. Pendant la soirée, une femme du public nommée Chantal, Charles-Édouard m'a appris plus tard son prénom, une femme du public prénommée Chantal, a fait un long développement après une remarque d'Yves Cluny. On se moque de la réalité du personnage de Jean-Paul Brandt, avait-il dit. Ce qui importe, c'est Camille et sa sensibilité telle qu'elle est exprimée dans le livre. Pas du tout, avait répondu cette femme. C'est totalement faux. Elle faisait appel à des expériences et des enquêtes, apparemment d'un genre sociologique, qu'elle aurait elle-même menées. C'est tout à fait faux, répétait-elle. De nombreux souvenirs peuvent être, ces scientifiques, qualifiés d'absolument objectifs. Elle n'en finissait pas, j'étais inquiète. Où donc nous emmenait-elle, avec son discours long, sinueux et peu crédible? L'atmosphère était spéciale, acrimonieuse en fait. C'est une folle, m'a dit Charles-Édouard en fin de soirée et en tête-à-tête. Elle m'a écrit un mail et m'a demandé, après ma lecture, de le détruire. Elle évoquait des histoires d'espions, de surveillance, de menaces invisibles autour de nous. J'ai eu le sentiment hier soir, Gabriel, que la confiance que j'ai envie d'accorder à chacun en matière d'écriture n'était pas la bonne voie. Voici, Gabriel, quelles furent mes joyeuses pensées hier matin, après la soirée Clovis Thibault. Note. Clovis Thibault accueille chaque mardi, depuis 1995, au Café Racine, place de l'Odéon, un auteur invité à présenter son dernier livre. J'ai appelé maman à Signac pendant cette matinée plutôt angoissée, comme tu vois. Elle me disait qu'elle aurait préféré mourir dans un accident de voiture plutôt que de tomber en panne. Puis j'ai rejoint Sabine à d'Enfer Rochereau. Note. Sabine Taillandier, une amie d'écriture de Nîmes depuis 2004, est mariée et mère de 3 enfants. Là-bas, j'ai encore eu maman au téléphone. Je l'ai rassurée, j'irai la chercher à Signac la semaine prochaine. Elle allait mieux. Sabine a été enchantée par sa semaine à la montagne avec sa mère et ses 2 plus jeunes enfants. Je lui ai parlé de l'avenir, de mes livres auxquels je ne crois plus. Elle a écrit, et moi aussi, pour m'occuper, sans conviction. J'ai retravaillé mon récit de 2012, sur l'été de cette année-là. Nino, note, Nino Armando participe aux ateliers de Nîmes depuis 2013. Nino ne m'a rien dit sur février 2012, vacances à Chamonix. Fanny, note, Fanny Lawson, actrice, rencontra Nine en 2004. Toutes deux participaient au même atelier d'écriture. Fanny ne m'a rien dit sur été 2011, vacances bretonnes. De même qu'Aline Mousse. Elles ont dû s'ennuyer. Alors j'abandonne, il faut savoir changer de route. Je suis si triste. Je ne sais pas ce que sera ma vie. Je vis au jour le jour. Je reviens à la journée d'hier. Le matin, je rangeais la maison, puis j'ai travaillé, en compagnie de Sabine, par habitude, sur mon élan. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Sans grand espoir que mon bricolage
présente au bout du compte un intérêt quelconque. Simon, note, Simon Valente, le fils cadet de Nine, 23 ans, étudiant dans une école privée de comptabilité, prépare le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité gestion, diplôme de niveau master 2. Simon revenait à 17h30. Je lui ai préparé un repas. Roland est rentré ensuite. Note, Roland, 58 ans, travaille à la Défense, au sein de la direction stratégique de Réseau Télécom, une grande entreprise en partie contrôlée par l'État. J'ai donné à Simon un deuxième repas en fin de soirée. Il a regardé un match avec son père, puis un deuxième, toujours avec Roland. Des équipes étrangères s'affrontaient. J'ai lu Cranford de Elisabeth Gaskell, qui ne me passionne pas. Je suis allée au lit, j'ai beaucoup dormi, et j'avais lu auparavant quelques pages de Au pays de mon père, de Irène Sophia. Note, Irène Sophia est une amie d'écriture de Nine depuis 2008. Au pays de mon père est son 4e roman, publié chez Écrit Libre. J'ai lu auparavant quelques lignes de Au pays de mon père de Irène Sophia. C'est beau, je le lui dirai. Voici donc les nouvelles. Je les enregistre dans un fichier, je n'écrirai plus de romans. Du moins, par l'intermédiaire des récits de vacances comme ces dernières années. Mais il me faut écrire qu'il reste quelque chose de ma vie, au moins pour moi. Hier, j'ai été gourmande. J'ai mangé des scones. J'en ai pris 2, et un autre ce matin. Merci pour tout, mon ami. Vendredi 17 février 2017, le lendemain. Bonjour Gabriel. Que reste-t-il de ma journée d'hier? Tes regards et tes sourires? Ceux de René, note. René est le mari de Gabriel. Ceux de René aussi au Père Tranquille. C'était gentil de venir depuis Méry-sur-Oise. Avant de venir au Père Tranquille, j'avais téléphoné à Irène Sophia. Je lui ai parlé du début de son livre. Mes propres futurs livres sont perdus dans un brouillard obscur. Il est d'autant plus important, à mes yeux, d'aider les autres à poursuivre les leurs. Irène écrit seule. Elle continue. Ses livres sont intenses et profonds, je le lui dis. Mathieu, son petit-fils, âgé de 4 ans, était avec elle. Elle recevait le soir même ses 4 petits-enfants et les 2 couples des parents. Elle a longtemps vécu à Grenoble. Son mari et elle viennent de s'installer à Paris, dans le 16e arrondissement. Ils voulaient se rapprocher de leurs 3 enfants. Ils ont 3 chambres. L'écriture est essentielle dans sa vie. Mais sa famille occupe la première place. Je la comprends. J'ai appelé maman. On précise mon projet de voyage à Signac. Elle est sans voiture. Je l'aiderai à rentrer. J'ai rencontré Diane au Bon Pêcheur. Note, Diane Vatel est une amie d'écriture de Nine depuis 2014. J'ai rencontré Diane au Bon Pêcheur. Vous ne vous êtes pas croisés. Ses textes expriment son amour de la vie. J'ai vu Louise. Note, Louise Tarlet, une amie d'écriture de Nine depuis 2013. Elle est souriante, bienveillante et concentrée quand elle écrit. Le café a été rénové, les salles du rez-de-chaussée et du premier étage sont magnifiques. J'ai bricolé, c'est mon activité. Je pédale sur ma bicyclette pour garder l'équilibre. J'ai continué à la maison. Repas pour les 2 hommes. Ils ont regardé le foot, c'est la Coupe d'Europe en ce moment. J'en ai profité pour parler à Rosalie. Note. Rosalie Dèvre a rencontré Nine en 1981 dans un lycée technologique de Melun où toutes deux enseignaient les sciences et techniques économiques. J'en ai profité pour parler à Rosalie par lettre orale. Je lui ai donné des nouvelles, je lui ai lu mes derniers paragraphes terminés. J'entretiens ainsi l'amitié avec le faire ensemble. Je vais bientôt t'envoyer ce même texte avec une introduction comme d'habitude. Je t'expliquerai, comme d'habitude, pourquoi et comment ces paragraphes sont importants à mes yeux. Je t'expliquerai le contexte, leur place dans ma vie. Au lit, j'ai lu un chapitre de Irène Sophia. Elle m'impressionne par son désir tenace de sauver ses aïeux à l'aide de ses écrits. J'admire sa persévérance. Elle bâtit une réelle construction solide et passionnante. Je lisais aussi Cranford d'Elisabeth Gaskell. J'entre dans ce livre. J'ai compris en lisant des critiques de lecteurs sur Babelio que je devais insister. J'aime bien maintenant. C'est mignon, touchant, modeste. Adorable en fait. En quittant Diane hier, je lui ai donné rendez-vous à 10h30 aujourd'hui au Bon Pêcheur. Elle ne pourra pas y venir plus tard.
Louise nous rejoindra. Voici donc les nouvelles, en ce vendredi matin, mon ami. Je t'embrasse bien. Samedi 18 février 2017, 10h10. Encore un bonjour, Gabriel. Que pourrais-je donc sauver de ma journée d'hier? Que je me préparais vite, que cette précipitation me fut bénéfique. Diane devait être à 13h30 à Levallois-Perret pour donner des cours d'anglais à des chauffeurs de taxi. Si je voulais la rencontrer, c'était à cette heure-ci. D'où ma hâte relative. J'ai appelé maman. Elle avait passé des coups de téléphone pour sa voiture, pour l'assurance, pour un devis. Elle n'aime pas ces contraintes administratives, mais qui donc s'en réjouit? Je la sentais mieux. Elle avait regardé Des racines et des ailes la veille à la télévision. Elle aime cette émission. Mais ce soir-là, elle l'avait choisie, plus enthousiaste encore que d'habitude, parce que le Mont Blanc et Chamonix y étaient présentés. Elle était curieuse de savoir où nous allions. Note. Nine, Roland et leurs deux fils passent depuis une vingtaine d'années une, voire 2 semaines en hiver à Chamonix. Elle a adoré l'émission. Je n'imaginais pas la ville de Chamonix aussi ancienne, m'a-t-elle dit, ni aussi mignonne. Un baume d'une grande douceur a glissé sur mon cœur. Conversation rapide, donc, hier avec maman, elle retrouve son équilibre. Elle sent que je la soutiens matériellement et moralement. Thérèse et Thibaut, note. Thérèse, mariée à Thibaut d'Asté, est la fille aînée de Claire Laurie. Thérèse et Thibaut manifestent leur inquiétude par téléphone. Elle ne se sent pas seule au monde, mais aimée au contraire. Elle n'est plus effondrée. Elle ramasse les aiguilles de pin sur la terrasse. Elle n'arrive pas à joindre le plombier qui devrait travailler dans la salle de bain. Elle a retrouvé son énergie. Je lui ai lu le début d'un long poème de David Seuzelin. Note. David Seuzelin est une relation d'écriture de Nine. De David Seuzelin qui laisse aller sa plume, sans tenue, sans contrôle, et qui aligne des vers du genre je pleure, je suis malheureux, le monde est absolument terrible, il n'y a rien à en tirer. Maman et moi étions d'accord pour dire que nous nous sentions peu concernés par ce plaintif épanchement verbal. J'ai envoyé une lettre orale à Irène Sophia sur le 2e chapitre de Au pays de mon père. J'en pense du bien, il est important qu'elle le sache. J'ai appelé Claudia Loumex, la femme de 60 ans que j'ai croisée mardi dernier. Elle voudrait me rencontrer pour mettre de l'ordre dans ses écrits. J'aime son sourire et son visage qui respire la bonté, l'ouverture au monde, la douceur, l'émerveillement, une forme de candeur aussi. Elle n'a pas pu répondre, nous essaierons un autre jour. Je me préparais donc vite. J'apprécie d'avoir un rendez-vous de bonne heure, sinon je prends mon temps et je flirte vraiment sérieusement avec la tristesse. Me voilà parti pour le Bon Pêcheur, je prends la sortie sur le boulevard de Tessier, et non pas sur l'avenue de Saint-Quentin. Madame la gardienne du 35 avenue de Saint-Quentin était en train de faire les cuivres au bas de la porte transparente. Je la gêne un peu en passant avec ma trottinette. J'ai peut-être été un peu sauvage ou rapide pour le bonjour léger, sociable du matin. Me voilà donc du côté du boulevard. J'ai donc pris le métro, la ligne 1 et non pas le RER. J'arrive. Diane est là, en ce lieu, exceptionnel, confortable, calme, presque recueilli et ouvert sur le ciel. Diane écrivait. Elle est élégante, fine, souriante, accueillante, comme d'habitude. Elle m'enverra son texte par mail. J'ai bricolé, sans assurance, je n'ai pas le choix. À 12h15, Diane partait pour son cours. Elle m'appellera ce week-end. Nous nous verrons sans doute lundi en début d'après-midi. Nino m'a téléphoné. Il gardait son petit-fils, Raphaël, âgé de 12 ans. Il se plaignait de le voir complètement dépendant des écrans. Il n'a pas de conversation, me disait-il. Je lui ai conseillé la lecture à haute voix. Il va essayer. Je lui ai demandé son avis sur février 2012, vacances à Chamonix. Il a des critiques. Nous en parlerons. Il n'a peut-être pas apprécié le journal de Nîmes dans la dernière partie. À voir. Si le mal est circonscrit dans quelques-uns des chapitres ou si l'affaire est plus grave. Monsieur le docteur se prononcera. Avant de rentrer à la maison, j'ai dit un au revoir gentil à 6 personnes qui s'installaient autour d'une table ronde. Ils déjeunaient au premier étage du Bon Pêcheur, ils semblaient être des collègues, apparemment enchantés par la perspective de passer un bon moment, et ravis également par ce lieu si plaisant depuis la fin des travaux. Nombre de clients ne connaissent sans doute pas la nouvelle de la réouverture. Le calme dont nous profitons en ce moment ne sera probablement que provisoire.
Nous échangions des sourires en raison de ma trottinette qui trônait près de leur table, et j'étais déjà en bas lorsque j'ai été rattrapée par l'une des convives qui me disait Madame, madame, elle me tendait 3 de mes foulards que j'avais oubliés là-haut. Nos visages exprimaient d'aimables manifestations de courtoisie. On aime rendre service, au fond, tu ne crois pas? Je revenais à la maison, je disais bonjour à Tania, note. Tania Cirado aide Nin chaque vendredi au ménage de sa maison. Je disais bonjour à Tania. J'ai déjeuné d'une salade de tomates, j'ai terminé mon modeste bricolage de la journée. Les mêmes doutes m'habitent. Je t'envoie, Gabriel, le résultat de ce bricolage. Roland monte voir sa maman. Note, Janine Valente, la mère de Roland, veuve depuis octobre 2016, habite boulevard de Tessier, au-dessus de l'appartement de Roland et Nine. Il reste longtemps, il revient, égayé par de nombreux whisky. Simon regarde le championnat de France, Bastia-Monaco. Il se réjouirait d'un match nul, le PSG doit se rapprocher de Monaco, qui est mieux classé que lui. Roland et moi dînons dehors. L'humeur de Roland est joyeuse, allégée par l'apéritif dont il a amplement profité chez sa maman, ce qui ne l'empêche pas d'entonner son refrain favori. Il me dit qu'il mourra bientôt. Mets tes affaires en ordre, je lui fais cette réponse. Et ensuite, passons du temps ensemble. On n'est pas si mal tous les deux. J'ajoute cette précision. Et aussi, je préfère entrer dans ton jeu plutôt que de m'y opposer. Si je te contredis, je te pousserai, j'en suis sûre, encore plus. Dans cette triste direction, je mettrai d'huile sur le feu, si tu vois ce que je veux dire. Au retour, il s'endort rapidement. Je lis quelques paragraphes de Cranford, d'Elizabeth Gaskell. J'ai enfin réussi à y entrer, c'est un bonheur. Telle fut ma journée d'hier, Gabriel. Mes lettres s'accumulent, j'en ai besoin. Mais je comprendrais que tu ne me lises qu'en diagonale, ou même pas du tout. Ces envois sont peut-être pesants pour toi ou encombrants, et que peux-tu me répondre? Mais j'ai le sentiment que tu liras. Ces lettres existent et je me sens mieux. Depuis 3 jours, je t'écris le matin, tu m'envoies quelques lignes le soir, tu me racontes tes journées. Ta vie est en mouvement, encore et toujours, l'avenir est incertain, tu es active. J'espère que tes souffrances physiques vont s'apaiser. Note. Gabrielle fut maltraitée dans son enfance par une mère alcoolique. Elle souffre de troubles de santé, dont une sévère fibromyalgie. J'espère que tes souffrances physiques vont s'apaiser. Tu racontes les faits sans développer tes états d'âme, alors je ne peux qu'imaginer. Dis-moi comment tu vas. Suite de samedi 18 février. Roland est allé au marché avec peine. Il s'est levé tard, il est resté longtemps dehors, il devait y avoir du monde. Il pensait que Simon ne voudrait pas travailler ce matin et il n'était visiblement pas motivé pour sortir de son lit. À son retour, Simon était debout et ils se sont intéressés sur sa demande à un cours de finance. Ils se sont penchés sur la valorisation des options. Roland était content. De mon côté, j'ai rangé, j'ai commenté par lettre orale un autre chapitre de Au pays de mon père. Il évoquait la vie d'un couple marié qui vécut au XIXe siècle. J'ai apprécié. Je me suis occupée avec mon bricolage. Roland et moi avons déjeuné au Léonard de Vinci. Note. Le Léonard de Vinci est une grande brasserie, place de Moncey, voisine du domicile de Roland et Nine. On a joué aux échecs, j'ai gagné. Roland dit qu'il est amorti sur tous les plans. Au retour, je range pendant 1 heure ou 2. Le week-end, je m'impose cette obligation. Roland aurait dû lui aussi mettre de l'ordre dans ses papiers, je crois. Mais il s'est endormi. Je retrouve des chèques pour textes en couleur, notes, textes en couleur, recueil d'extraits de romans, de nouvelles et de poésie réalisés par Nine, qu'elle envoie à une vingtaine de souscripteurs. Des chèques pour textes en couleur que je n'avais pas encaissés. Je suis incurablement négligente. Puis je prépare le repas de Tifou, note, Tifou, le vieux cocker de la famille, de Tifou et de Simon. Roland et moi regardons ensuite un épisode de Hitchcock présente. Bien. Note. Hitchcock présente, une série télévisée américaine des années 50, disponible en France, sous forme de DVD. Reprise. Nous regardons un épisode de Hitchcock présente. Bien. Un homme riche, marié, est assassiné par sa gouvernante, qu'il voulait chasser. L'histoire est en réalité plus complexe. Elle nous a mis en appétit pour une autre émission. Un documentaire que j'avais enregistré sur Jacques Brel. Intéressant. Un autre soir, nous regarderons Mon oncle Benjamin, le film qui suivait.
Jacques Brel y tient le rôle principal. Ensuite, la nuit, mon ami. Lundi 20 février 2017, Bon pêcheur, 11h40. Bonjour Gabriel. Je me réveillais hier, dimanche, à 8h. Je rangeais. Je lisais le premier chapitre de Des éclats de rire, le deuxième tome de Pete Giordano. Note: Pete Giordano avait écrit plusieurs romans lorsque Nin fit sa connaissance en 2014. Il avait alors abandonné l'exercice de la médecine et s'était installé à Paris pour trouver un éditeur et gagner sa vie comme écrivain. Après d'infructueuses tentatives, il habitait en 2017 un petit village d'Ardèche où il avait dernièrement exercé comme médecin. Il ne fait plus partie de l'ordre des médecins, il est sans ressources. Ses 6 enfants, dont les plus jeunes vont encore à l'école primaire, vivent avec son ex-femme. Reprise. Le deuxième tome de Pete Giordano, la suite de ses aventures d'étudiant en médecine. Son texte est grivois, drôle et alerte. Je lui ai envoyé une lettre orale et une autre à Irène Sophia sur son chapitre suivant, toujours aussi précis et intéressant. J'ai eu Denise Kennedy, note, une relation d'écriture de Nin, au téléphone, qui joue à Madame la professeure. Elle critique le premier tome de Pete sur ses souvenirs d'étudiant. J'essayais de lui dire mon avis, mais elle n'écoute pas, elle ne dira rien à Pete, mais elle est dure, parce qu'il continue à rêver de faire fortune en écrivant un best-seller à la Guillaume Musso ou à la Marc Lévy. Denise Kennedy rumine ses obsessions politiques. Elle répète en boucle que la France n'est plus vivable à cause des immigrés. Elle m'appelait depuis la maison de ses parents près de Lyon. Elle aime cette maison qui n'est plus habitée maintenant. Roland se levait un peu tard. Je lui proposais une partie d'échecs sur notre grand jeu, bien différent du modèle réduit que l'on utilise au restaurant. Il était trop tôt pour aller déjeuner et on préférait rester à la maison pour voir si Simon souhaitait travailler avec son père. J'avais allumé la télévision pour écouter Radio Classique. Les premières mesures de Roméo et Juliette de Prokofiev ont résonné dans la grande salle. Je connais bien cet opéra. Je l'avais vu en boucle il y a longtemps sous forme de spectacle filmé dans une petite salle du 8e arrondissement. J'avais 24 ans, je passais des heures dans ce cinéma. J'écoutais et je lisais un livre en même temps, discrètement, avec une lampe de poche. La salle était quasiment vide. Ce fut ensuite un extrait d'un opéra de Rameau donné à Versailles, une merveille, mais qui n'a duré que quelques minutes. Simon s'était levé, il s'était mis à travailler son contrôle de gestion, il interrogeait parfois Roland sur le calcul des écarts sur coût de revient, nous étions contents d'être restés à la maison, nos parties d'échecs ont été brèves, Roland m'a assommé par 2 fois. Il joue mieux que moi quand il se concentre, il est plus malin et plus créatif. Il gagne, je ne peux même pas lutter. Puis au restaurant, c'était bien. Nous avons parlé, nous avons joué aux échecs. Il m'a battu une fois de plus à plat de couture. Puis j'ai rangé pendant 2 heures environ. Je suis assez fière de mettre de l'ordre sérieusement pendant le week-end. Marc a appelé, note. Marc, 26 ans, le fils aîné de Roland et Nin, vit depuis 2014 avec Delphine qu'il connut pendant ses études. Leur appartement est proche du domicile de Roland et Nin. Reprise. Marc a ensuite appelé. Et si on passait manger une assiette, a-t-il demandé. J'étais enchantée. Je ne cessais d'y penser au fond à leur possible venue en arrière-plan des heures qui s'égrenaient tranquillement ce calme dimanche. Je me demandais si nous le verrions ce week-end. Je sautillais sur place, métaphoriquement, cela va sans dire. J'étais la petite belle-mère parfaite. J'ai répondu au téléphone, un grand sourire dans la voix. Mais oui, bien sûr, ce sera un plaisir. Passez donc tous les deux. Ils ont effectivement eu droit à une assiette. On a pris des nouvelles. J'ai eu le sentiment que mon garçon allait plutôt bien. Il continue visiblement à bien s'entendre avec Delphine. Côté travail, note. Marc travaille depuis 1 an à la direction financière de ZA Infrastructure, l'une des grandes entreprises publiques françaises. Reprise. Côté travail, je l'ai interrogé sur l'ambiance du moment, il m'a dit qu'elle était bonne. Il expliquait à son père comment disposer de Netflix pour que nous puissions regarder des séries. Nous n'en profiterons sans doute pas prochainement parce qu'on apprécie toujours Hitchcock présent.
qui nous permet, comme je te l'ai raconté, d'éveiller notre envie en matière de télévision pour ensuite, si l'on n'est pas trop fatigué, nous tourner vers un programme plus original ou plus créatif. Marc nous a conseillé des séries pour plus tard, comme Narcos ou Better Call Saul. À voir. Ce serait pratique si elles pouvaient nous plaire. Les séries sont un accès facile, il suffit de se laisser porter. Marc et Delphine en sont des spectateurs assidus, plus que de films à coup sûr. Ils sont sortis 2 fois ensemble cette semaine. C'est une grande première qu'ils prévoient des activités ainsi en dehors de chez eux. J'en suis contente. Ils ont visité jeudi soir au Trocadéro, le plus vieil aquarium de Paris, récemment rénové. Ils ont aimé, m'ont-ils dit. Et ils sont allés samedi après-midi au Manoir de Paris, qui propose un parcours style train fantôme. Ils ont également apprécié, m'ont-ils précisé. Je leur ai parlé assez longuement de l'émission sur Jacques Brel, sachant qu'il n'existe aucune chance, et oui c'est ainsi va la vie, pour qu'ils la regardent un jour. J'avais parlé à Roland de cette émission à l'heure du déjeuner, nous en avions discuté. Les 2 jeunes nous ont quittés. Un match, PSG Toulouse a suivi, qui s'est révélé être un match nul, qui a mis Simon hors de lui, il a crié, il a insulté les joueurs, incapable de marquer. Il passe du temps en ce moment dans la grande salle devant les matchs. Roland et moi l'avons évoqué au restaurant. On aime mieux qu'il soit avec nous plutôt que dans sa chambre, sur son écran d'ordinateur. On le voit ainsi un peu plus. Le dimanche matin, dans l'entrée, Simon et moi étions sur le canapé et je lui avais raconté à lui aussi en détail l'émission sur Jacques Brel. C'est ma façon de m'approcher de lui. Et j'aidais, par la même occasion, à détendre l'atmosphère. Roland a en effet tendance, à peine croise-t-il Simon après la nuit, à se précipiter sur lui et à lui asséner alors on fait quoi? Il évoque le travail, bien sûr, Gabriel, tu imagines. Pour ma part, j'essaie de l'entraîner vers d'autres contrées, un peu plus riantes, un peu moins monomaniaques. Simon m'a ensuite parlé d'une émission qu'il a vue récemment sur un avion de Malaisie disparu, paraît-il, aux environs de l'Australie. Les États-Unis seraient peut-être à l'origine du drame. Je te rapporte les détails de nos échanges, Gabriel, car tu sais combien parler, communiquer me réjouit le cœur. Roland nous écoutait avec attention, et il n'a pas manqué de placer un mot dès qu'il en a eu la possibilité. Alors, Simon, s'est-il empressé de demander, dis-moi, as-tu écouté les cours du CNED? Ce sont des présentations pédagogiques quasiment gratuites, réalisées sur Internet par des enseignants. Simon avait essayé, mais c'était, selon lui, loin d'être passionnant, et il avait abandonné. Leur séance de travail avait ensuite commencé. Voici, mon ami, mon bref compte-rendu de la journée d'hier. J'ai eu maman au téléphone ce matin. Je prends le train à 9 heures, mercredi matin. J'arriverai à Signac à 14 heures, après avoir loué une voiture à Nantes. Nous repartirons à 9 heures le lendemain. Je la déposerai à Angers, dans le garage où sa voiture a été réparée. J'irai déposer la voiture de location à la gare d'Angers et je reprendrai le train pour Paris. Je t'embrasse, mon ami. Mardi 21 février 2017, 14h30. Bonjour Gabriel. Je bricole. Été 2012. Vacances bretonnes. Je ne sais pas quand tu recevras le chapitre terminé, mais je bricole. Je vis une période bureau d'écriture en allant régulièrement au Bon Pêcheur. Je te raconte ma journée d'hier. J'étais avec Louise, qui rassemble ses textes d'atelier pour en faire un recueil, et avec Diane. Elle commence un texte qui sera peut-être un roman. Elle m'a lu le début, une histoire de rencontre amoureuse entre un homme et une femme mariée. C'est bien. Je rentrais, je rangeais, je préparais les repas. Roland allait chez Manou, note. Manou, surnom donné à la mère de Roland par ses petits-enfants. Roland allait chez Manou. Il n'était passé que vendredi soir dernier. Il monte la voir en général une fois également pendant le week-end. Il est revenu. L'humeur visiblement influencée par de conséquents apéritifs. Il était certes joyeux, mais il m'inquiète. Je suis peut-être trop tolérante, voire négligente. Sa santé risque d'en souffrir, et j'ai commis un détestable impair qui a
blessé Simon. Nous parlions tous les deux de cet excès d'apéritif vraiment impressionnant. Je n'ose même pas te dire à quelle vitesse il réussit à faire un sort à une bouteille de whisky. Parle-en à Manou, m'a dit Simon, puisqu'il dépasse les bornes quand il va chez elle. J'étais un peu angoissée, je ne m'imaginais pas aborder ce sujet avec elle, elle pouvait se vexer, alors je me suis laissée aller à en blaguer, l'air de rien, avec Roland, et ainsi, sous couvert de plaisanterie et d'une sympathique complicité, je lui ai révélé, malgré tout, mon inquiétude relative à sa santé. Simon m'a dit d'en parler à ta maman, ai-je dit à Roland. Tu te détends un peu trop quand tu montes la voir. Et Roland, à peine croisait-il Simon, qu'il se mit lui aussi à plaisanter, en le traitant de cafeteur, de délateur auprès de sa mère. Simon a considéré que je l'avais trahi. Je le comprends et je me sens triste car il est un amour. Il m'en voulait ce matin quand il est parti. Il se calmera, bien sûr, toujours pour la même raison, parce qu'il a un caractère idéal. Je veillerai à être d'autant plus attentive à l'avenir. Je n'ai pas à me montrer négligente sous prétexte justement de son tempérament facile et conciliant. Hier, Roland et moi n'avons pas ensuite passé la soirée ensemble. Après sa première réaction, extrêmement allègre et joueuse, suscitée par son produit dopant, il s'est vite retrouvé au lit. En attendant son retour de chez Manou, j'avais donné à manger au chien. Ces derniers temps, je profite du moment où il est absorbé par l'importante affaire de son repas pour lui couper les poils des pattes et d'autres endroits sensibles de son corps où il ne supporte pas qu'on le touche. En même temps, je regardais une émission enregistrée sur les tribunaux pour enfants, triste mais passionnant, affligeant, détestable, quel pouvoir ont ces juges. Puis, je devais me démaquiller. J'avais amélioré mon apparence du matin à l'aide d'une couche bienvenue de fond de teint. Ma mine n'était vraiment pas terrible. Et il me fallait le soir procéder au démaquillage. J'ai mis, pendant ce temps, le début de Mon oncle Benjamin avec Jacques Brel, un film de la fin des années 60 d'Édouard Molinaro. Selon moi, ce film est un bijou. Je me sens plus apaisée maintenant. Je sais comment agir avec Manou lorsque je la croiserai l'un de ces prochains jours. Je ne compte pas l'appeler pour cette seule raison de l'apéritif. Mais je lui dirai, apparemment spontanément, au hasard d'une quelconque occasion, de n'avoir chez elle qu'une bouteille de whisky, avec seulement un quart de son contenu. Cette idée, simplissime, me permet d'aller mieux. Je me suis sentie si malheureuse d'avoir été si stupide avec Simon. Au lit, je lisais le 3e chapitre de Pete et l'histoire suivante d'Irène Sophia. Et voici pour ma journée d'hier, Gabriel. Ce matin, la course continue. J'ai appelé par lettre orale Irène Sophia, Pete et David Seuzelin, qui m'avaient récemment écrit. Je lui ai envoyé 2011 vacances bretonnes. Il a déjà lu 2010 la course de Nîmes. Maman me téléphone, nous parlons bien. Elle m'attend demain. Elle me demande des nouvelles et je lui parle de ma soirée avec, ou plutôt sans Roland, de mon impair avec Simon, de Clément, le frère de Roland. Il est maintenant à la retraite et très occupé par son compagnon qui a un cancer de la mâchoire, qui vient de se faire opérer et est un malade exigeant. Nous parlons de sa lecture de Carthage, de Joyce Carol Oates, de l'auteur elle-même et de ses autres livres. Maman a vu un western hier à la télévision avec Gregory Peck. Elle a adoré. Il était son idole quand elle était jeune. Un jour, pendant un cours d'histoire, une amie lui avait donné une photo de l'acteur adulé. La photo était tombée par terre, le professeur s'était approché. Maman avait tenté de la cacher sous son pied, sans succès. Le professeur l'avait sévèrement questionnée. Maman s'était sentie terrorisée. L'aventure s'était bien terminée. La veille, dans l'après-midi, elle avait vu Bernadette, l'une de ses amies, qui vient régulièrement, comme elle, sur l'île de Signac. Maman allait bien. Thérèse, ma sœur aînée, s'est montrée élégante. Note, Thérèse d'Astel et Nine entretiennent des relations conflictuelles. Elle m'a envoyé un SMS pour me remercier du service que je rends à maman. J'en suis contente, je lui répondrai gentiment. Aujourd'hui, à mon arrivée au Bon Pêcheur, j'ai parlé à Claudia Doumex, que je connais peu, à Sylvie Droma, note. Sylvie Droma participe aux ateliers de Nîmes depuis 2007, qui s'était jointe à nous.
Diane m'a lu la suite de son roman et Louise travaillait sérieusement, comme à son habitude. Et maintenant, Gabriel, j'aimerais bien que mon bricolage progresse. Merci pour les nouvelles, Gabriel. J'espère que ton groupe de parole a été fructueux. Tu me parles d'Emmanuel Carrère, qui écrit de l'autofiction. Il a du succès. Tu te demandes si tu ne pourrais pas tenter d'écrire à sa façon. Pourquoi pas, si cette piste te convient. Mais tu connais mon avis. La publication est si peu accessible qu'il me semble tout aussi avisé de suivre ton chemin personnel, là où il t'entraîne. De très bonnes bises. Mercredi 22 février, 10 heures dans le train. Mon ami, j'ai lu ton message d'hier. Quel soulagement si le Valium pouvait être bénéfique. Du combat sans répit, les souffrances physiques qui t'immobilisent et t'emprisonnent. Hier, ce fut la bourrasque au bon pêcheur. Les visites ont été nombreuses. J'ai aimé parler longtemps avec Claudia, qui est attachante, mignonne, généreuse, qui apprécie l'amitié, qui est dépassée en ce moment par d'incessants soucis matériels. On a défini une méthode qui devrait lui permettre de sauver ses anciens textes. S'y tiendra-t-elle? J'ai parlé aussi avec Sylvie Droma, qui écrit depuis des années les péripéties drôlatiques de Madame Stidruck, une vieille femme picarde, solitaire et alcoolique. Elle vient de finir le premier volume, elle commence le deuxième. Sylvie est maladroite. Note, Sylvie Droma vit d'une allocation pour adultes handicapés. Elle ne cessait de nous interrompre, Claudia et moi, sur des sujets sans rapport avec nos propos. Elle voudrait protéger ses textes, alors que son lectorat, comme le nôtre, est justement désespérément inexistant, alors qu'elle m'a déjà souvent ennuyée avec des inquiétudes de ce genre. J'ai fini par lui expliquer qu'il était surprenant, lorsqu'une conversation était en cours, de se voir imposer une question décalée, sans relation avec le sujet du moment. J'étais gênée d'avoir dû le lui préciser, mais j'ai ensuite été rassurée, car Claudia et elle, plus tard, ont longuement parlé ensemble. J'apprécie ces liens qui se nouent ainsi au fil de ces rencontres liées à l'écriture. Diane vit de pénibles moments, sa vie se brise en des milliers de petits morceaux. Elle divorce, son mari est sordide, il est vindicatif et avide matériellement. Il ne quittera l'appartement qui appartient à Diane que lorsqu'il sera légalement obligé d'y consentir, en attendant elle souffre. Elle est soutenue par l'une de ses sœurs, elle ne sait pas si elle pourra continuer à écrire parce qu'elle commence son mémoire de Master 2, note. Diane Vatel, née en 1967, avait récemment quitté son emploi pour entreprendre une reconversion professionnelle. Elle préparait des diplômes permettant d'enseigner le français à des étrangers. Reprise, parce qu'elle commence son mémoire de Master 2. Mais je crois que l'écriture fait si profondément partie de sa vie et de sa façon d'être que, dans tous les cas, et quoi qu'il en soit, elle n'abandonnera pas. J'en suis sûre, en fait. Louise travaillait discrètement, elle souriait, elle me remerciait, elle m'était reconnaissante de l'existence de ces rendez-vous. Je suis restée tard pour mon bricolage, pour qu'il progresse, ne serait-ce qu'un peu. Je suis rentrée, j'ai préparé des merguez pour Simon, puis il a eu envie d'une grignoterie sucrée. J'ai réchauffé au four des pains au chocolat Picard, retour de Roland. Un match commençait à la télévision, Monaco contre Manchester, somptueux, au dire de Roland. Je me couchais, je lisais 2 chapitres de Pitt. J'étais prête ce matin, juste à temps pour le train. J'ai préparé les repas de Roland, de Simon et de Tifou pour ce soir. J'ai donné toutes les instructions à Roland par SMS. Et me voilà, comme une riche en première. J'ai choisi cette place de luxe en accord avec Roland pour seulement 5 € supplémentaires. Je viens de lire un nouveau chapitre de Pitt. Il écrit vite. Une fois arrivé à Nantes, je lui enverrai une lettre orale de commentaires. J'aime voyager. Mais sont-elles nombreuses, en ce vaste monde, les personnes qui ne s'en réjouissent pas? On respire le vif bonheur d'un moment, on éprouve le sentiment que l'on n'est plus la même, que des possibles s'ouvrent devant soi, l'illusion est magnifique, surtout lorsque l'on est apparemment seul, dans un train, une voiture, un avion ou un bateau, et que l'on sait justement que l'on n'est pas seul au monde. Près de moi, un couple d'une 60aine d'années. Ils vont vers l'ouest. Peut-être vivent-ils leur retraite dans un petit coin de Bretagne qu'ils se sont appropriés. Ils semblent effectivement être de jeunes retraités. Leur fils, d'une 30aine d'années, les avait accompagnés au départ du train. Viens nous voir quand tu veux, lui avait-il dit au moment de se quitter. J'ai perçu l'éloignement, inévitable, entre les parents et les enfants qui grandissent. J'ai l'illusion de pouvoir éviter à l'avenir cette triste distance.
La femme fait maintenant des sudoku, l'homme lit des journaux économiques, je les suppose tristes et perdus, ne sachant plus quel est désormais le but ou l'utilité de leur vie. Je me trompe peut-être, je crois pourtant qu'ils s'ennuient au fond, qu'ils ne l'avouent pas. J'ai l'intuition ou l'illusion, encore une fois, que tel ne sera pas notre avenir à Roland et à moi. J'ai l'illusion, la croyance que je saurais lui insuffler de l'énergie pour qu'il soit intéressé par de futures activités. Est-il interdit d'entretenir croyances et illusions, mirages et espérances? Qu'en dis-tu, Gabriel? Pour ma part, je ne connaîtrai pas la retraite. Je pourrai toujours, ne le crois-tu pas, poursuivre ma vie actuelle. Devant moi, un ingénieur, la quarantaine, son ordinateur est ouvert devant lui, il tournicote sans cesse autour de coupes de sièges et de turbines, il téléphone. Qui sera à la réunion? Demande-t-il. J'ai le sentiment qu'il lui manque un discret jardin intérieur, qu'il ne rêve pas. Le train favorise le rêve, me semble-t-il. J'ai l'impression qu'il s'occupe avec ses coupes, qu'il n'a pas d'idée pour passer le temps dès lors que le travail lui accorde des instants de liberté. Il a dû être un bon élève, il l'est toujours. Mais ne faut-il pas cultiver une forme de déviance dans la vie? Sans détour ni décalage, sans distance ni recul, sans chemin buissonnier ou de traverse, le risque existe, selon moi, non négligeable, d'être laminé. Mon voisin, l'homme retraité, dit à sa femme qui tout saute fréquemment, c'est Colette qui t'a filé sa crève? Elle lui répond, non, c'est la clim. Et voici ma lettre pour aujourd'hui, mon ami, un peu de bricolage maintenant. Jeudi 23 février, 13 heures, dans le train, au départ d'Angers vers Paris. Arrivée prévue vers 14 heures. Mon ami, que retenir depuis hier? Le train de 9 heures à 11 heures jusqu'à Nantes, je lisais Pitt et je t'écrivais. J'ai ensuite pris la route avec une voiture louée à Nantes. Le trajet fut agréable, je chantais à tue-tête les poèmes d'Apollinaire que je connais par cœur, Nuit rhénane et la Loreley. J'inventais des airs, je m'ennuyais moins ainsi, je luttais contre la somnolence, la campagne était superbe, comme toujours dans notre jolie France, n'est-ce pas? J'approchais de Signac, les noms des villes étaient doux à mon oreille, je les connaissais. Je suis allée régulièrement en vacances là-bas, sur l'île de Signac, à partir de mes 10 ans. Je n'étais pas retournée depuis une vingtaine d'années. J'éprouvais une forme d'émotion nostalgique. Les paysages ne changent pas aussi peu par rapport à nous humains, dont la vie est si courte, comparée à celle des champs et des forêts, des villages, des collines et des coteaux. Une fois arrivée sur l'île, je me suis garée sur un parking et j'ai commenté les 2 derniers chapitres de Pitt. Je suis entrée dans le village, il était vide. C'est un lotissement de vacances construit dans les années 70. Maman était dans sa petite maison qui n'a pas changé. Elle a accumulé une multitude de bibelots au fil du temps, c'est touchant. J'ai retrouvé les mêmes maquettes de bateaux, les mêmes bouquets de fleurs séchées, les mêmes anciennes photos noir et blanc de Signac accrochées aux mêmes endroits. Maman a ses habitudes. Elle a le sentiment de vivre comme elle le faisait 40 ans plus tôt. Elle maintient cette maison debout comme une maison doit l'être, bien entretenue avec soin et attention. Elle y passe ses vacances d'été et aussi une semaine par an avec Thérèse, depuis que celle-ci est devenue grand-mère. Thérèse, née en 1952, est mère de Clémentine, née en 1978, Hector, né en 1980, et Axel, né en 1989. Elles y viennent toutes les deux à la Toussaint avec Marguerite, la petite fille aînée de Thérèse. En juillet dernier, maman a également accueilli pendant 15 jours Hector, le deuxième enfant de Thérèse, avec ses 2 filles et son épouse. Elle a aussi cohabité pendant de longues années en vacances avec Cathy, ma jeune sœur, et ses 2 fils, note. Cathy Valente, née en 1962 et mère d'Octave et Bertrand. Des jumeaux nés en 1996 qu'elle a élevés seule. Octave et Bertrand ont passé toutes leurs vacances estivales d'enfants à Signac. Dans l'esprit de maman, le roman de la famille est attaché à cette maison. Ses 3 filles y ont vécu pendant les vacances. Elle y a approfondi ses relations avec les enfants de Thérèse et de Cathy pendant leur jeune âge, et d'une autre façon maintenant avec Hector, l'un des fils de Thérèse devenu adulte, et avec Thérèse également, depuis leur semaine rituelle pendant les vacances de la Toussaint. Maman me rapporte les propos de Marguerite, l'aînée de ses arrière-petits-enfants, qui dit adorer cette maison. Maman se raconte cette belle histoire, elle me la raconte. L'histoire n'est pas fausse, même si la vie n'est, comme chacun sait,
que rarement une mélodie uniformément douce et riante, et même si je sens maman soulagée au fond et amplement plus épanouie quand elle peut enfin vivre seule dans sa jolie maisonnette. Il n'est cependant absolument pas question qu'elle avoue jamais un tel sentiment. C'est à ces moments-là, lorsqu'elle peut organiser tranquillement ses journées avec Bernadette, sa grande amie dans le village, c'est alors qu'elle me dit je me sens bien dans ma maison. C'est également alors que je renoue avec mes appels quotidiens. S'il m'arrive de lui téléphoner lorsque la maison est pleine, je me retrouve à échanger avec une mère sociale et extérieure qui se contrôle et joue un rôle. Je n'en vois pas l'intérêt, pas plus pour elle que pour moi. Je suis arrivée, nous sommes allés marcher sur la plage, nous avons pris la voiture pour revoir à l'est de l'île une plage de style rétro, fréquentée depuis plus d'un siècle par les premiers estivants. Passer ainsi d'une balade à l'autre n'est pas trop mon genre, mais il nous fallait bien occuper notre après-midi. Je lui ai ensuite proposé de gagner le port de la Martinière, un port de pêche et de plaisance au nord de Signac. Mon père y avait amarré son petit bateau de croisière. Nous y sommes allés et avons été surprises d'y trouver un chantier naval qui construit de grands bateaux à moteur. Maman a été très étonnée. Elle a longuement commenté notre découverte dont elle ne manquera pas d'informer toutes ses voisines du village. Elle est alerte et sociable et rapportera la nouvelle en l'accompagnant comme il se doit de toutes les précisions nécessaires. De retour à la maison, je lisais quelques pages de Cranford, de Elisabeth Gaskell. Nous avons dîné au restaurant, au pied du château de Signac. Le repas fut beaucoup trop copieux à mon goût. J'avais faim lorsque nous avons pris place près de la paroi vitrée avec vue sur les douves éclairées du château. Et j'ai choisi un menu composé de 3 plats qui se sont avérés démesurés. L'indésirable embonpoint me guette. Nous avons parlé de Bernadette et de ses enfants. L'un d'eux, une fille, a un goût immodéré pour l'alcool, pour les hommes à femmes et pour d'extravagantes dépenses. Nous avons évoqué de nombreuses personnes que j'avais connues des années plus tôt. Nous avons filé la très banale conversation initiée de ma part par la question récurrente. Mais qu'est donc devenu un tel et un tel? Il me fallait bien réussir à animer suffisamment la conversation. Nous venions déjà de passer plusieurs heures ensemble. Maman m'a décrit la mesquinerie des beaux-parents d'Axel, le dernier fils de Thérèse. Elle m'a raconté de multiples anecdotes croustillantes et drôles, des histoires de commère en fait. Mais on se laisse aisément aller, maman et moi, à ce type de propos, dès lors que le bavardage devient pour un certain temps notre activité obligée, tel est notre mode d'échange de longue date entre elle et moi, entre elle et ses autres filles également. Nous étions trop fatigués au retour pour regarder un film à la télévision. Maman était charmante avec moi, elle m'a donné pléthore de couvertures pour la nuit. Mon réveil a sonné à 7 heures ce matin, je me suis habillée dans mon lit. J'avais commencé à lire Pete, et oui, j'ai encore reçu de nouveaux chapitres. À 8 heures, maman venait me voir, un peu inquiète, craignant que je ne sois en retard pour notre départ. Je la connais, ma mère, elle a la critique rapide. Mais non, j'étais prête. Elle était toute contente. Elle a ensuite fermé sa maison avec soin, tout en respectant scrupuleusement chacune des étapes gravées dans le marbre de son rituel de départ. Elle est extrêmement préoccupée par l'aspect matériel des choses. Elle m'émeut, cette petite dame, âgée, énergique, sérieuse, et qui ne s'en laisse pas compter. Nous sommes partis à 8h30. Maman me guidait. Elle connaît la route par cœur, respecter le meilleur itinéraire entre Signac et Paris constitue également l'une des modalités pratiques de l'existence qu'il n'y a pas lieu à ses yeux de négliger. Elle n'a pas cessé de me parler pendant les 2 heures qu'a duré le trajet jusqu'à Angers. Ma petite mère a des qualités de courage et d'ouverture d'esprit. Je repensais à notre conversation de la veille au pied des remparts du château. Nous n'avions pas alors exploré que les seuls relativement pauvres chemins d'un assez stérile commérage. Elle m'avait aussi parlé des conférences historiques auxquelles elle assiste l'été à Signac. Elle profite aussi de concerts gratuits donnés dans des églises. Marie-Ange, l'une de ses amies dans le village qui habite Barcelone, a les mêmes goûts qu'elle en matière culturelle. Dans la voiture, nous parlions de Delphine, de la maison de Champs-les-Vignes, note, maison de Champs-les-Vignes. Cette maison, située en Seine-et-Marne, a appartenu aux parents de Roland. Elle a fait office, pour Roland, Nine et leurs garçons, de maison de week-end pendant l'enfance de ces derniers. Elle est désormais en indivision familiale. Reprise, nous parlions de Delphine, de la maison de Champs-les-Vignes, nous parlions d'Hector et de sa femme. Maman avait passé une partie du mois d'août avec eux et leurs enfants et de bien d'autres sujets. Maman trouvait toujours un nouveau thème, suscitant ses commentaires ou sa curiosité. Elle est vive et attachante.
Nous sommes arrivés à Saint-Guy-sur-Loire, le petit village où sa voiture avait été réparée. Une fois entrés dans le garage, que nous avions eu quelques difficultés à trouver, maman avait oublié le code de sa carte bleue. La veille, je lui avais offert le restaurant. Je la sais très attentive sur le chapitre de ses dépenses. Fort heureusement, son défaut momentané de mémoire, bien que faisant partie des éléments matériels de l'existence, n'a pas provoqué chez elle de déferlement de panique. Son chéquier a fait l'affaire, mais j'aurais vraiment aimé, Gabrielle, que tu assistes au spectacle démonstratif et coloré dont elle nous a dès lors fait profiter. Elle n'était certes pas tétanisée par l'inquiétude, mais il n'en demeure pas moins que le matériel était en jeu et que l'événement était en conséquence d'importance à ses yeux. Elle disposait d'un modeste public autour d'elle, les clients du moment ainsi que les employés du garage. Maman adore ce type de situation, elle adore jouer d'une certaine façon à la petite fille perdue et désemparée. Elle se livre alors à l'interprétation de quelques scènes extraverties d'un sympathique cinéma divertissant. Elle se confondait en exclamations en raison de sa mauvaise mémoire. Elle remerciait 1000 fois le garage, dont elle connaissait maintenant quelques-uns des salariés, puisqu'elle avait longtemps attendu, 3 jours plus tôt, qu'un taxi vienne la chercher pour la conduire à Signac. Elle se montrait bavarde et sociable, cette attitude qui lui est habituelle, et peut-être liée à l'état d'esprit inhérent aux femmes de sa génération. La grande affaire des fillettes nées comme elle au début des années 30 était de parvenir à séduire un futur mari. Et il n'est pas exclu que l'un des attributs de la séduction féminine de l'époque consista à jouer plus ou moins à la petite fille, à sembler faible, naïve et innocente, désemparée et fragile, à susciter ainsi attendrissement, protection et amour, pourquoi pas. J'exagère, Gabriel. J'avance peut-être des propos insensés, mais ils me traversent l'esprit, alors je te les livre. À toi, mon ami, d'arrêter ton opinion sur ce scabreux sujet. Une autre piste est susceptible d'éclairer son comportement un brin théâtral en société. Maman a passé son enfance au Maroc. Elle n'est venue s'installer en France avec mon père et ma sœur aînée qu'en 1957. Son comportement, sympathique et démonstratif avec les étrangers, est peut-être influencé par ces années où elle connut la convivialité des habitants d'Afrique du Nord, souriants, sociables, loquaces et chaleureux. Et puis, je la crois assez égocentrée, ma chère et tendre mère. Je suis revenue à Angers, j'ai rendu la voiture de location, j'ai pris un bon thé avec un pain au chocolat et une salade de fruits, j'ai avancé l'heure du départ de mon train, j'arriverai à 14h30. Je viens d'écrire quelques notes pour Roland, je les lui lirai ce week-end, je te les adresse, mon ami, tu n'es bien sûr pas obligé de les lire. Pour Roland. Je change, mon garçon. Et plutôt dans le bon sens, il me semble. Auparavant, quand je voyais des gens âgés, je les trouvais peu séduisants. Comment peut-on devenir ainsi, me demandai-je. Ce n'était pas futé, mais contrôle-t-on ses pensées? Vaste question, n'est-il pas vrai? Et surtout, me disais-je, comment peut-on le supporter? Je me sens ému maintenant par les gens âgés. Tout d'abord, je deviens comme eux, bien évidemment. Le corps se transforme, on ne peut que l'admettre. Mais surtout, je suis touchée par le fait que lorsqu'une grande partie de son existence se trouve derrière soi, lorsqu'on a immanquablement connu des déceptions, l'on continue malgré tout à avancer, à progresser sur le chemin de la vie. L'apparence physique n'importe pas tant. As-tu connu ce type d'évolution? Plus généralement aussi, mon regard n'est plus le même. Je crois aimer les gens autour de moi. Ceux que j'entrevois rapidement au hasard des vies de chacun, qui se croisent et qui s'éloignent ensuite. J'aperçois des personnes courageuses et souriantes, qui n'ont pas d'autre choix que de travailler. L'une d'entre elles, une jeune femme de chez Avis, qui louait les voitures à Nantes, n'était pas précisément cordiale. C'était son droit. Mais ici, à Angers, la serveuse qui m'a apporté une tasse de thé était agréable. Tout comme la dame qui a changé mon billet de train et comme madame Avis, de la gare d'Angers. Un homme âgé devant moi se plaignait du moindre nombre d'agences de location dans les villes de province. Il en profitait pour raconter sa vie. Madame Avis l'écoutait aimablement. Sa femme tentait en vain d'accélérer le mouvement. Je le trouvais attendrissant. Je suis entourée de jeunes dans le train.
Une femme brune, somnole, elle a l'air morose, elle est maintenant sur son téléphone. Une autre, métisse, décortique l'extrémité de ses mèches de cheveux, elle les observe l'une après l'autre, très attentivement, elle prend son téléphone et arbore dès lors un sourire béat. J'en déduis qu'elle doit occuper cet agréable moment en échangeant avec un ami ou une simple relation par SMS ou par tout autre moyen de communication. Une voyageuse, assise quelques places devant moi, utilise à la fois sa tablette et son téléphone. Un jeune homme a des écouteurs dans les oreilles, un cahier ouvert devant lui. Une femme d'environ 25 ans, aux cheveux longs, blonds et ondulés, au visage qui, j'en suis désolée, revêt de loin quelques caractéristiques porcines, portant des lunettes à grands verres entourées d'une monture dorée, lit Marc Lévy à une vitesse impressionnante. À côté d'elle, une fille de 6 ans environ lui ressemble. Il n'émane pas du visage de cette femme une grande vivacité. Elle semble placide ou trop satisfaite de sa vie, peut-être à son âge, ce que j'ignore, bien évidemment. La jeune fille, avec tablette et téléphone, est maintenant immobile et attentive, avec des écouteurs dans les oreilles. Elle doit regarder un film sur l'un de ses appareils. Vendredi 24 février, 20h15. Merci Gabriel d'être venu hier de ta lointaine banlieue. Tu nous as rejoints un peu comme si tu faisais partie du groupe, ou bien encore comme si tu prenais ton écriture au sérieux, un peu plus que dans la réalité, ou encore comme si tu lui accordais autant d'importance qu'à tes groupes de parole, tes séances de balnéothérapie, d'ostéopathie et autres traitements que tu respectes scrupuleusement. Ils te font du bien, c'est l'évidence, mais je serais heureuse si tu donnais une place équivalente à ta propre création. L'écriture aussi t'aiderait, j'en suis sûre. Ceci dit, tu es venu, tu étais parmi nous, quelle qu'en soit la raison, peut-être tout autant pour prendre le train, sortir de chez toi, sentir l'atmosphère de Paris et rencontrer le groupe. Tu as bien sûr également écrit quelques lignes, autant pour toi que pour moi, je suppose. Essaie de recommencer. Diane sera peut-être là lundi matin, je te tiendrai au courant. Quant à moi, courrier oral ce matin à Pete et à Irène Sophia, j'ai eu maman au téléphone et puis tu l'as vu, j'ai discuté au bon pêcheur avec Louise, avec Caroline, note, Caroline Seal, est une amie d'écriture de Nine depuis 2007. Et plus tard, tu n'étais plus là, mais j'ai bavardé avec Diane et avec Bori. Note, Bori Tran est une amie d'écriture de Nine depuis 2007. Ensuite, j'ai envoyé des livres sur le site de Book Edit. Note, Book Edit, site d'auto-édition utilisé par Nine et plusieurs de ses amis. Reprise. J'ai envoyé des livres sur le site de Book Edit. J'ai passé un temps infini à supprimer le chapitre intitulé Le journal de Nine de mon livre Février 2012, vacances à Chamonix. Nino n'a pas aimé. Alors j'ai créé une version allégée du livre sans la partie journal intime et j'interrogerai d'autres lecteurs. J'ai dû recommencer un nombre incalculable de fois. De temps à autre, Book Edit devenait inaccessible. Modifier mon livre m'a obligé à revoir les sommaires, dont la procédure automatique ne fonctionnait plus. C'était très long, je n'ai pas écrit, je me suis battue pendant des heures avec la technique. Puis, je me suis occupée du livre de la femme de Bernard. Il écrit des poèmes et vient de temps en temps à mes ateliers d'écriture. Il voudrait publier un magnifique récit autobiographique écrit par son épouse qui est maintenant décédée. Mais Bernard est un handicapé de l'ordinateur, alors je me charge des modalités techniques. J'ai adressé le livre à Book Edit et Bernard m'agace. Il disparaît sans prévenir de la circulation. Il ne me règle pas textes en couleur, il n'est pas suffisamment proche pour que je le lui offre. Je lui demande la dernière version du livre de sa femme. Il ne répond pas, il me fatigue. Je publie le livre de sa femme par acquis de conscience. C'est un livre dense et profond. J'essaie de le sauver, mais ensuite ce sera terminé. Il poursuivra son chemin comme il voudra, mais sans moi. Et pourtant je me connais. J'affirme ma résolution, croix de bois, croix de fer, je ne l'aiderai plus, mais je le crains, qu'il lui suffise de réapparaître, pour que, de nouveau, je me laisse aller à lui proposer mes services. Tout cela
parce que monsieur écrit de la poésie et qu'il est seul et qu'il n'est lu par personne et que cette situation m'attriste. J'ai aussi créé un autre livre aujourd'hui sur Bookedit, intitulé Des nouvelles de Nine. Ce sont les extraits que j'ai lus cette année lors des soirées où je suis allée. Ce livre n'intéressera personne, il existera pourtant. J'ai lu ces extraits devant un public plus ou moins intéressé. Certains auditeurs n'écoutaient qu'à peine ou pas du tout. Parmi eux, ceux qui n'apprécient pas mes textes ou ceux qui viennent pour leurs seuls écrits, sans curiosité pour ceux des autres. Mais ces lectures étaient importantes à mes yeux. J'avais choisi les extraits avec soin, en fonction des conditions ou du thème, s'il y en avait un du moment. Mes textes avaient existé le temps de la lecture, et j'aimerais qu'il reste une trace de ces moments et de ces textes que j'ai privilégiés pour un soir, qui ne seront vraisemblablement plus jamais lus sous cette forme devant un public plus ou moins intéressé. Ils ne seront très probablement pas davantage lus par d'éventuels futurs lecteurs classiques, silencieux, je veux dire. Alors j'en fais un livre, souvenir, une trace de ces soirées. Samedi 25 février, 8h40. Me revoilà, Gabriel. J'ai dû interrompre ma lettre, car Roland et moi commencions notre soirée. Alors dis-moi, quelles sont donc ces 12 personnes que tu invites à dîner ce soir? Je reprends mon récit des anecdotes qui traversent mon esprit sur la journée d'hier, que j'ai plaisir à te rapporter. Je ne sais pas si tu as remarqué le serveur quand tu étais au Bon Pêcheur, un jeune, barbu, souriant, et qui n'était apparemment que peu soucieux du chiffre d'affaires de la journée. Je suis restée de 11h à 18h30 avec un unique café sur ma table. Te rends-tu compte? Je lui ai plusieurs fois demandé si je devais renouveler ma consommation. Non, non, ce n'est pas la peine, me répondait-il. C'était étonnant. Je lui ai laissé un bon pourboire. Je l'entendais discuter avec des clients installés près de la fenêtre du côté du Forum des Halles. Il racontait sa vie. Il venait de faire le tour de la Bretagne à bicyclette et il évoquait d'autres projets originaux, un peu comme ceux réalisés par Pierre Brel toute sa vie durant. J'ai lu la biographie qu'il a écrite sur son célèbre frère. J'étais curieuse d'avoir un aperçu d'un Jacques Brel intime et non pas un portrait réalisé en raison de son grand talent. J'avais envie de l'approcher comme j'aurais lu un récit qu'un frère quelconque et anonyme aurait écrit par affection sur un frère aimé, lui aussi parfaitement anonyme. Cette dernière condition n'était évidemment pas remplie, puisque le livre existait justement en raison de la notoriété de Jacques Brel. Mais il pouvait malgré tout satisfaire une partie de ma curiosité. J'ai apprécié le livre, j'ai effectivement entreaperçu Jacques Brel en tant que frère, en tant que fils, époux, père, oncle et ami, pour ne citer que quelques-uns des multiples rôles qu'un homme est susceptible de remplir. Le livre m'a également fait connaître la vie de Pierre Brel, un homme attiré par les voyages aventureux. J'ai pensé à lui en écoutant les propos de notre serveur du Bon Pêcheur, à la différence près que Pierre Brel avait réussi à maintenir l'équilibre matériel de sa vie grâce à l'usine de cartonnerie qu'il tenait de son père. Il y travaillait, mais sa passion était d'être sur les routes. Le jeune homme du Bon Pêcheur s'imagine lui aussi continuer à voyager et à découvrir le monde. Il paraissait heureux et équilibré, content d'être momentanément soutenu par deux gentils inconnus, cet encouragement momentané étant, soit dit en passant, extrêmement facile à prodiguer en l'absence de tout lien avec le jeune aventurier en herbe. Il évoquait ses discussions avec sa petite amie. Elle se demandait si elle resterait avec un homme toujours en partance vers de nouvelles contrées. J'ai adoré ses rêves et son enthousiasme, mais aussi sa façon de travailler. Il servait les clients avec cœur et avec le sourire, mais il était également ailleurs, Ici réside le secret. à mon avis, de la vie matérielle ou de la subsistance économique, afin de n'être
point trop malheureux. On travaille comme on doit le faire afin de gagner sa vie, selon la formule consacrée, mais on est aussi ailleurs. Pour ma part, je ne travaille pas, j'ai cette chance, je vis avec ma famille, mais mon secret aussi est d'être ailleurs, d'être décalé, de nourrir un rêve de création de livres, même si ces livres racontent cette même vie. Peu importe. La distance, le jeu, au sens d'espace physique du terme, l'éloignement, sont présents dans ma vie. Louise me parlait hier. Elle n'a que peu de revenus, elle bénéficie d'aides de l'État, elle vit dans un foyer de personnes âgées pour un loyer quasiment inexistant. Elle y est nourrie pour une somme symbolique. Elle me souriait. Elle semble heureuse. Tu sais, me disait-elle, en France, il faut être pauvre. Plus on est pauvre, mieux on est traité. Je vais partir en vacances pendant 15 jours, gratuitement. Je vis avec 700 € par mois. Et que veux-tu? Je me sens coupable de profiter de la société. Elle s'apprête à déclarer un modeste complément de retraite qui lui sera réglé par la Suisse. Je serai moins pauvre, m'a-t-elle dit, et je paierai davantage pour mon loyer et mes repas. Mais je vais déclarer la somme. C'est mon côté Don Quichotte. Ou bien, peut-être, a-t-elle ajouté à la marge, j'éprouve aussi la peur du gendarme. Louise est profonde et tournée vers les autres. Je ne voyais pas passer le temps. J'étais plongée dans la technique, je n'appréciais pas, mais une fois par an, je n'ai pas le choix. Le pinsomme est inévitable. Je voulais aussi envoyer les livres de mes amis à Pete. Il les lira, puis il me les retournera. Je lui adresse les timbres pour l'affranchissement. Il n'a pas 1 € en poche. Je trouve important qu'il connaisse ses livres. Nous sommes proches en ce moment, puisqu'il écrit et que je lis ses textes. J'aimerais qu'il connaisse mes amis. Il est d'accord. Pete est attachant, même s'il ne parvient pas à abandonner ses rêves de fortune qu'il croit pouvoir gagner grâce à un succès littéraire. Tant pis, personne n'est parfait, comme dirait M. Wilder. Qu'en dis-tu, Gabriel? Il aide, comme il le peut, Marie, la plus jeune de ses filles. Elle est en 5e et est maltraitée par sa mère. Elle vit en internat, une ville assez proche de Vézenac-sur-Lavonne, le minuscule village où habite son père. Elle le rejoint le week-end et pendant les vacances. Ils vivent dans une cabane, un ancien abri de berger à peine aménagé. Il l'a sortie des griffes de sa mère, ainsi que de la fratrie, qui la maltraite psychologiquement. Physiquement peut-être aussi, Pete l'ignore, ce n'est pas impossible. Que de comportements inconcevables, ne crois-tu pas? Hier matin, donc, en quittant la maison, je passais d'abord à la poste, à 2 pas de chez nous. Elle avait été vandalisée par des manifestants qui soutenaient Théo. Note. Jeudi 23 février 2017, des manifestations ont eu lieu contre les violences policières suite à l'interpellation du jeune Théo en Seine-Saint-Denis. Nous n'avons plus de poste dans notre quartier. Je pensais en trouver une près du Châtelet. Je sors du Bon Pêcheur en fin de journée et demande à un serveur où est la poste la plus proche. Il m'envoie en un lieu où je ne trouve rien. J'entre dans une boutique d'antiquités où je gênais visiblement, on m'envoie ailleurs. L'absence de bureau de poste se confirme, je pousse la porte d'un petit café d'allure confidentielle et là, enfin, un vieux monsieur avec un bon sourire me l'indique à quelques 500 mètres de là. Enfin, soulagée, je découvre une belle et immense poste et me voilà maintenant devenue experte en automates. J'ai affranchi le colis pour Pete. J'envoie aussi Balade perdue de Léna, note. Léna Aldea est une amie d'écriture de Nine. Reprise, j'envoie aussi Balade perdue de Léna à maman. Je lui ai beaucoup parlé de Léna et j'aimerais qu'elle lise ce beau livre qui raconte son enfance en Roumanie. Les employés de la poste, charmants, travaillaient dans une bonne ambiance. Je repars vers le forum, je prends le RER, qui accuse un peu de retard. Une foule incroyable s'accumule sur le quai. J'appelle Roland pour le prévenir de mon retard. J'arrive. Roland est là depuis peu. Il est apparemment passé au Monoprix, a acheté une bouteille d'apéritif et une montagne de bonbons pour Simon dont il connaît la gourmandise. Je prépare le repas pour Simon, pour Tifou avec des pâtes, pour équilibrer son alimentation.
Je cuisine le repas pour Simon, pour Tifou, avec des pâtes, pour équilibrer son alimentation. Je n'avais rien préparé le matin tant j'étais pressée de retrouver Diane et toute la bande. Puis Roland et moi sortons. Nous bénéficions heureusement de ces moments restaurants, Gabriel. Sinon, Roland et moi ne nous parlerions pas de la semaine, qui est par ailleurs passée comme une tornade, avec cet aller-retour à Signac. J'ai une pratique extrêmement bien rodée pour réussir à parler à Roland. Je lui raconte tous les détails, et du voyage, et des séances au bon pêcheur. Il me décrit les polytechniciens de réseau télécom. On se demande parfois où est passée leur intelligence. Ils ne semblent pas connaître les notions de distance ou de décalage par rapport à leur métier. Ils paraissent, dans ces conditions, vraiment étranges. Et soudain, qui vois-je passer sur la place, de l'autre côté de la vitre? Marc et Delphine, qui rentrent tranquillement chez eux. Je leur adresse de grands gestes. Ils me répondent d'eux-mêmes. Ils s'approchent et restent 20 minutes ou une demi-heure debout à côté de nous. Roland ne cessait de dire: il faut qu'on parle, Marc, tous les deux. Il pensait évidemment à la maison de Champs-les-Vignes. Il voulait lui exprimer quelle erreur ce serait d'acquérir cette maison. Note: Marc, qui a adoré les week-ends et les vacances passées dans son enfance à Champs-les-Vignes, pense acquérir avec Delphine la maison familiale qui est, depuis octobre 2016, date du décès de son grand-père, propriété indivise de son oncle Clément, de son père et de sa tante Émilie. Située à une trentaine de kilomètres de Paris, elle pourrait devenir leur résidence principale.